Ok, mesdames et messieurs, merci d'être sur Sud Radio, ici même au congrès HLM 2025 à la porte de Versailles. Très heureux de pouvoir vous retrouver sur le stand des solutions d'assistance à mobilité verticale, SAMV, avec une table ronde qui va traiter des questions qui concernent le bon traitement, les bonnes manières, les bonnes façons de procéder dans l'habitat inclusif, ou en tout cas, comment faire pour rendre l'habitat plus inclusif. Autour de cette table, on va commencer par les femmes. Agnès Honoré-Levesque, bonjour, vous êtes en charge des sujets justement qui touchent les questions d'inclusivité dans le collectif Plus sans ascenseur. Ensuite, on a Pascal Riff, vous êtes présidente de l'APF France Handicap. À ma droite, j'ai Fouad Benhamed, qui est président des solutions d'assistance à mobilité verticale. Et puis Serge Contact, j'ai aussi déjà reçu, directeur général de Emmaüs Habitat. Je vous ai déjà tous reçus sur Sud Radio, tous les quatre. Là, très heureux de vous retrouver pour sudradio.fr. Et puis ici, sur ce stand SAMV, je remercie Génération 93 qui sont derrière les caméras et qui, grâce à eux, on peut nous voir. Même si quand on est aveugle, ça ne sert pas à grand-chose, hein, petit clin d'œil. Mais en tout cas, moi, première question que j'ai envie de vous poser, mesdames, messieurs, avant même de commencer à travailler sur nos échanges, je voudrais juste qu'on replante le décor pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous découvrent. Qu'est-ce que le logement inclusif? Qu'est-ce que la question du HLM? Déjà, HLM pour habitation à loyer modéré. Je pense que je vais me tourner vers vous, Serge Contat, directeur général de Emmaüs Habitat. La question du HLM, elle est large. Déjà, vous pouvez nous replanter le décor de ce que c'est? Et est-ce que le logement social est une composante intégrale du HLM? Ou est-ce que c'est juste une des verticales du HLM? Le HLM, c'est un élément essentiel de la société française. C'est l'histoire, et ça a plus de 100 ans d'âge. C'est la conjonction de volonté de donner un avenir à tout citoyen, quels que soient ses moyens, quelle que soit sa situation. Et aujourd'hui, c'est plus de 6 millions de logements. Comme le dit ce congrès, les HLM, c'est loger la France telle qu'elle est. Et moi, j'y ajoute, en tant que bailleur, c'est lui donner un avenir. C'est lui donner un avenir, c'est lui donner un avenir à la fois collectivement et individuellement, quels que soient ses moyens, quels que soient les parcours de vie, et c'est s'adapter. Voilà, ouais, HLM, c'est vraiment le cœur, notamment pour des raisons financières. C'est vraiment ce cœur battant de la France telle qu'elle est. Et c'est cette idée qu'on voudrait garder, c'est le signe de ce congrès, et c'est aussi, je crois, ce qui nous rassemble autour de cette table. Merci beaucoup. Alors, le HLM, vous le disiez, c'est le cœur de ce que vous faites. 5,4 millions d'hébergements à loyer modéré en France. C'est un chiffre que je lisais. Fouad Benhamed, alors je vais faire un peu par facilité puisque vous êtes directement à ma droite. Je voudrais juste avec vous qu'on aborde la question de qu'est-ce que la rupture de parcours dans un hébergement, quel qu'il soit, un cadre bâti, la rupture de parcours qui fait qu'un logement devient d'un seul coup plus inclusif, qu'il ne l'est plus. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci déjà pour l'organisation de cette table ronde avec des acteurs, on va dire, incontournables sur les questions d'inclusion. Emmaüs Habitat qui a énormément d'équipes dédiées et par rapport au nombre de logements qu'ils ont, ils ont parfois 3, 4, voire 5 fois plus de personnes chargées des questions handicap, perte d'autonomie et donc ça, c'était aussi à saluer. Et puis merci aussi à l'APF France Handicap d'être toujours à nos côtés historiquement depuis le début. Et ça nous donne une légitimité qu'on n'aurait jamais pu avoir. Donc, pour répondre à la question assez rapidement, la rupture de mobilité verticale, c'est ne pas pouvoir en fait aller d'un point A à un point B à partir du moment où c'est vertical. Donc, monter et descendre. On s'est posé cette question parce qu'on a vu à l'époque qu'il y avait des pannes d'ascenseur ou des remplacements d'ascenseurs. Et il fallait bien que les personnes puissent continuer à sortir. Et je vais rendre aujourd'hui à César ce qui appartient à César. La question de la mobilité verticale, elle a été plus ou moins inventée par Emmaüs Habitat, puisque leur sujet, ce n'était pas forcément les ascenseurs, c'était comment sortir de chez soi, tout simplement. Ascenseur ou pas ascenseur, le défi qui nous a été en tout cas demandé à nous
à l'époque, au collectif Puissance Ascenseur, c'était de trouver des solutions supplétives en cas de rupture de mobilité verticale. Ce terme n'existe pas forcément, on est en train de le démocratiser, mais aujourd'hui, quand on est en rupture de mobilité verticale, on est soit en rupture du parcours de soins, donc on ne peut pas aller soigner, soit on ne peut pas aller à l'école, soit on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas faire ses loisirs, on ne peut pas aller voter, on ne peut pas aller pratiquer son culte. Et pour finir, dans la Constitution, il est inscrit le droit d'aller et venir. Et du coup, on contrevient à ce droit qui est dans la Constitution à partir du moment où on ne peut pas le faire. Et c'est ça aujourd'hui qu'on défend avec la PF France Handicap et avec Emmaüs Habitat et le collectif Puissance Ascenseur, c'est redonner en fait la liberté d'aller et venir aux citoyens. Merci. Vous rappeliez une notion essentielle et qui, je sais, vous est chère, c'est celle de la constitutionnalité, de la liberté de circuler, de la liberté de circulation, qui est entravée par des parcours qui sont, eh bien, on va dire, abîmés par un ascenseur en panne ou par une détérioration, comme Serge Contat, vous l'aviez dit d'ailleurs dans une de mes émissions, sur la détérioration du matériel, involontaire ou volontaire. Tout ça font que la liberté de circuler, elle est nécessairement entravée. Pascal Ribes, vous êtes présidente de la PF France Handicap. Je me tourne vers vous parce que vous représentez quand même un certain nombre de mouvements de pensée en France. La question de l'habitat inclusif, ça m'amène nécessairement à la charte que vous allez signer là tout à l'heure dans moins de 20 minutes sur les bonnes pratiques pour faire en sorte qu'un habitat soit accessible et inclusif. Selon vous, votre opinion, c'est quoi? Alors, beaucoup de choses déjà. Bonjour à tous. Merci Anthony donc de cette invitation. C'est vraiment un enjeu fondamental donc de pouvoir agir, éviter les entraves en fait, ça a été dit. Et parce que laisser perdurer l'inaccessibilité alors que les solutions existent, c'est vraiment envoyer un signal d'exclusion et d'empêcher concrètement le virage domiciliaire de se faire pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Il y a aussi dans les entraves, je rebondis que vous avez dit concernant aussi les ressources des personnes en situation de handicap, dans le sens où c'est important, les HLM, pourquoi? Parce que ce sont des habitats évidemment à loyer modéré et que beaucoup de personnes en situation de handicap vivent quand même sous le seuil de pauvreté et ne peuvent prétendre que à ce type de logement. Donc, on a en gros quand même sur 10 millions de pauvres en France, il y a 2 millions de personnes en situation de handicap. Donc voilà, sous le seuil de pauvreté et donc HLM forcément, j'ai envie de dire. Donc il faut pouvoir garantir l'accès à ces logements d'habitation modérée pour laisser personne au bord du chemin. La liberté d'aller et venir, c'est évident, vous l'avez dit aussi, elle est donc impactée et il faut donc vraiment agir. Peut-être quand même donner quelques chiffres, parce que là, aujourd'hui, en France, on a à peu près 800 000 personnes en situation de handicap qui vivent dans des conditions difficiles, indignes même, et qui vivent à l'étage d'un immeuble, souvent sans ascenseur. Sans mobilité verticale. Donc, je vous laisse imaginer, il y a en gros, il y a 8 ascenseurs pour 1000 habitants. On voit que la France a un gros déficit de mobilité verticale. Et du coup, elles sont maintenues à l'écart, elles sont maintenues prisonnières, j'ai envie de dire, dans leur logement quand elles peuvent y accéder. Et l'accessibilité, c'est vraiment la condition sine qua non, la mère de tous les droits. Et moi, je dirais, pour accéder à son logement, mais aussi pour pouvoir aller visiter ses amis, sa famille, etc. Sans ascenseur, en gros, on ne peut pas aller voir ses amis, sa famille, etc. On voit bien les empêchements, je veux dire par là, il y a plein d'empêchements du coup à la vie de tous les jours pour les personnes en situation de handicap. Et alors même que des solutions existent et donc on peut agir et il faut absolument... là, je regarde à ma droite, donc il y a
Il est écrit un ascenseur déjà, il faut qu'il en existe, hein, il n'existe pas toujours pour tout. Mais quand il en existe, en plus, ils sont vandalisés. Et, et un ascenseur vandalisé, il faut prendre conscience, comme c'est écrit ici, que c'est une personne qu'on prive de liberté, concrètement. Voilà, le temps qu'il soit réparé. Merci Pascal Ribes. Je me tourne maintenant vers vous, Agnès Honoré-Levesque. Vous, chez Plus sans ascenseur, évidemment, on comprend par déjà rien que l'intitulé du collectif que vous ne voulez plus qu'il y ait de rupture à mobilité verticale. Dans le travail que vous menez tous les jours, votre travail qui, je le comprends, est militant, c'est quoi, dirais-je, le plus difficile avec les bailleurs? Pourquoi ça fonctionne avec certains et pas avec d'autres? Alors, pourquoi ça fonctionne avec des bailleurs et pas avec d'autres? J'ai envie de dire, c'est par rapport à la culture des bailleurs. Donc, comme on l'a si bien noté tout à l'heure, Emmaüs Habitat, depuis le début, donc œuvre vraiment pour comment dire, aider ces bénéficiaires à avoir un logement décent. Pour preuve, nous travaillons avec eux dans le cadre d'un projet des 1000 logements accompagnés pour justement voir les personnes qui ont besoin de soit partir de chez elles parce que le logement ne correspond plus à leur situation. Donc, il y a vraiment une vraie volonté de la part du bailleur, aussi bien pour les personnes en situation de handicap que les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, de pouvoir justement leur attribuer un logement qui correspond à leur situation. Donc, l'idée, c'est que l'idée, c'est qu'avec ce projet qu'on a fait avec Emmaüs Habitat, c'est de faire de l'essaimage. Donc, il faut faire de la pédagogie. Je pense que c'est beaucoup de pédagogie à faire vers les autres bailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a co-signé avec Emmaüs, enfin, avec, excusez-moi, APF France Handicap, cette charte de l'accessibilité. Parce que pour nous, voilà, il faut beaucoup de pédagogie pour emmener avec nous les autres bailleurs. Ce n'est pas la peine de les stigmatiser, mais l'idée, voilà, c'est beaucoup de pédagogie et on y arrivera. Il faut savoir qu'en France, on est une population vieillissante. Donc, de toute façon, le sujet va se poser. Donc, Emmaüs Habitat est en avance. L'idée, c'est de ramener les autres bailleurs avec nous. Merci Agnès Honoré-Levesque. Donc, vous, je le rappelle, vous êtes du collectif Plus sans ascenseur. Vous le disiez, on ne va pas stigmatiser d'autres bailleurs. Mais pour autant, Serge Contat, je me tourne vers vous. Vous êtes directeur général d'Emmaüs Habitat. On ne va pas stigmatiser vos concurrents, qui sont à la fois aussi vos confrères. Mais comment on fait pour les inciter? Vous êtes intégré dans cette démarche. Fouad Benhamed le disait d'ailleurs, vous faites partie des premiers, si ce n'est pas le premier d'ailleurs. Comment vous faites pour influencer le marché? On fait plusieurs choses. D'abord, c'est une valeur, la liberté d'aller et venir en toutes circonstances pour tous nos habitants. La citoyenneté, la liberté de se déplacer, c'est pas une liberté par intermittence. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est une valeur à partager par tous les collaborateurs d'Emmaüs Habitat et nos partenaires. Plusieurs choses. Un travail en amont avec les professionnels, les ascensoristes, des bons contrats, justement rémunérés, puis des choses un peu originales, comme le préfinancement de pièces, parce que voilà, le monde économique fait que si on attend une pièce pendant 3 semaines, on ne peut pas concevoir que les ascenseurs restent 3 semaines à l'arrêt. Donc un vrai travail très approfondi. Et moi, je voudrais saluer les ascensoristes ici, mais il faut les respecter, travailler très en amont avec eux. Après, c'est un service technique complètement investi, avec des bons contrats, une bonne rémunération, des équipes de terrain, là, nos directions territoriales, c'est très important, exécution des contrats, entretien, vérification diverses. Et puis la dernière idée qu'on a développée, c'est cette idée, l'ascenseur, cette mobilité verticale, c'est une idée citoyenne. Un ascenseur qui marche plus, comme je disais, c'est une privation de liberté. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est attirer en positif et en négatif. En négatif, c'est de se dire, aujourd'hui, on est à un peu plus de 99% de ce qu'on appelle le taux de disponibilité. C'est super, mais on voudrait 100%. Voilà. Fouad, d'ailleurs, nous aide à avoir 100%, donc ça marche malheureusement pas encore assez bien. Et ce 100%, c'est aussi l'affaire de tous nos locataires. Voilà, à la fois sur des actes un peu involontaires,
parfois le caddie où on pousse un peu les portes. C'est parfois malheureusement des dégradations. Et puis ce qu'on a voulu faire partager avec cette campagne, c'est de dire cet ascenseur, c'est un bien commun. C'est un bien commun. Euh, ces trois images là qu'on a fait sur nos portes, au fond, c'est des situations qu'on vit tous, hein, une personne âgée, une dame avec bébé, une personne handicapée, c'est nous tous un jour ou l'autre. Et on a voulu faire partager à tous nos locataires que cette privation de liberté, ce bien commun, il fallait absolument le respecter. Effectivement, 7, c'est le nombre d'années que nous passerons chacune et chacun dans notre vie. Alors, Pascal et moi, beaucoup plus, mais en situation de handicap. Effectivement, le handicap, c'est un sujet qui concernera tout le monde au moins une fois dans sa vie, de façon temporaire ou durable. Fouad Benhamed, je crois que je lisais que vous faisiez à peu près 5 à 7 000 interventions par année. 5 à 7 000 interventions pour pouvoir aider les gens à sortir de chez eux. C'est quoi les cas les plus fréquents que vous observez en termes de rupture verticale? Et quand vous entendez Serge Fronta, comment vous vous inscrivez dans cette chaîne du déplacement vertical? Ce qui est compliqué, c'est que très souvent, nous, on prend on remplace, on est en solution supplétive de l'ascenseur, mais parfois on est même en remplacement de certains ambulanciers. Alors, dans les débuts, les ambulanciers, donc pour répondre à la question, c'est très souvent pour des rendez-vous médicaux, des rendez-vous en fait importants, dialyse, chimio, etc. Et on a une population. C'est le médecin. Alors, chez le médecin encore, on peut repousser le rendez-vous, mais une dialyse, en fait, c'est très compliqué de la repousser. Du coup, on est obligé, nous, de parfois se substituer aux ambulanciers parce qu'ils opposent des refus de prise en charge de personnes qui doivent avoir un rendez-vous médical. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Le deuxième cas, en fait, et qui est surtout dans les remplacements d'ascenseurs, c'est quand les enfants doivent aller à l'école. Donc, il n'y a pas de. Les enfants polyhandicapés, en fauteuil roulant, ne peuvent pas descendre. Et là, en fait, il faut qu'on remplace l'ascenseur. Et surtout, quand il y a des personnes qui sont en surpoids et qui sont dans l'incapacité de pouvoir descendre et monter les escaliers, et les personnes âgées, alors perte d'autonomie, c'est une situation qui arrive de plus en plus. Donc ça, c'est les problèmes les plus importants. Après, effectivement, on a des bailleurs qui sont très engagés et on arrive aujourd'hui à travailler avec les ascensoristes et ça, c'est important de le souligner. Et c'est vrai que Serge a raison de le dire, les ascensoristes aussi maintenant sont beaucoup plus sensibilisés sur cette question, c'est-à-dire que quand on a une personne en situation de handicap, ils peuvent réparer l'ascenseur beaucoup plus rapidement. Ça fait partie de nos solutions. La solution, c'est pas uniquement SAMV, ça peut être aussi d'avoir des stocks de pièces, c'est aussi d'avoir des ascenseurs qui sont beaucoup plus calibrés quand on sait qu'on est sur une population très vieillissante. Et nous, on vient un peu parfois aussi en expert conseil des ascensoristes et des bailleurs. Après, j'ai juste envie de piquer un peu la réponse aussi de Agnès. Pourquoi certains bailleurs sont beaucoup plus engagés? Parce qu'en fait, ça dépend des équipes. Si on a des équipes comme je veux la citer parce qu'elle a fait un gros travail, mais Madame Delphine Depay, qui est en fait en charge de ces questions-là, on sait que ça va être beaucoup plus facile parce qu'il y a toujours cette question d'empathie et d'hommes et de femmes qui font avancer les causes. Les causes, en fait, n'avancent pas par des décrets, ils avancent parce que des gens ont envie de le faire avant le décret. On a un député qui a proposé une loi, mais nous, Philippe Brun, mais nous, en fait, on n'a pas attendu sa loi. Déjà, le cadre général de la loi française oblige à faire les choses sans cette loi. Donc, c'est pour moi une histoire d'hommes et de femmes, et ceux qui sont autour de la table sont des exemples, et moi, effectivement, j'aimerais bien que ce soit contagieux. Oui, pour autant, vous dites que vous faites sans cette loi et à la fois vous rappelez la constitutionnalité de la liberté de circuler. Donc il y a quand même là quelque chose d'assez contradictoire. La constitutionnalité permet aujourd'hui, par exemple, à un maire de dire, quand un ascenseur ne fonctionne pas, l'ascenseur ne fonctionne pas, mes administrés sont en danger, soit vous le réparez, je vous fais une mise en demeure, soit vous le réparez, ou soit moi je le répare à votre place, mais par contre je vous envoie la facture. Si on dit ça à que ce soit une copropriété ou un bailleur, ils vont réparer rapidement l'ascenseur parce que la facture, ça ne sera pas la même. C'est-à-dire que lui, il ne va pas aller à la facilité, il va aller chercher en fait une facture des réparations qui tiennent la route. C'est très intéressant ce que vous dites là parce que du coup, par ce phénomène de constitutionnalité de pouvoir librement circuler, je peux contraindre, je peux saisir ma mairie
à contraindre mon bailleur de faire les travaux ou que la mairie fasse faire les travaux et envoie la facture au bailleur. C'est quand même très intéressant. Pascal Rib, quand vous entendez ça, vous aussi, vous vous inscrivez sur le fait que la législation, oui, d'accord, mais la constitutionnalité, elle est quand même au-dessus, finalement. On a besoin de la législation ou des acteurs comme SAMV, Plus Sans Ascenseur, Emmaüs Habitat peuvent changer la donne sur le territoire français? On a besoin de la législation, en tout cas déjà pour réaffirmer que c'est pas une option, c'est un droit constitutionnel comme ça a été dit. Et après, il faut le faire valoir. C'est là la difficulté, parce que dans la vie de tous les jours, tout le monde n'est pas au courant non plus de ses droits, ne les invoque pas. C'est une des raisons aussi qui conduit à faire que finalement, on maintient des personnes dans des situations donc indignes et à l'écart. Voilà. Mais effectivement, il faut invoquer la constitutionnalité pour ça peut être en tout cas une bonne chose pour pouvoir arriver rapidement à ne pas, enfin, à trouver une solution et à faire débloquer euh, l'ascenseur, par exemple. Quand il existe, hein. Je redis que le problème, c'est aussi ça, hein. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas assez donc de logements accessibles et il n'y a pas assez concrètement de solutions verticales pour acheminer les personnes vers leur logement. Il y a très très peu comparé aux besoins de la population, il n'y a pas assez d'ascenseurs dans les logements, notamment collectifs. Merci. D'où, finalement, cette charte des bonnes pratiques, de l'inclusion à tous les étages. Agnès Honoré-Levesque, vous, chez Plus Sans Ascenseur, ce collectif, évidemment, c'est un sujet que vous portez à bras-le-corps, mais est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il va y avoir dans cette charte que vous allez signer maintenant dans une toute petite dizaine de minutes? Donc cette charte des bonnes pratiques, donc elle est là aussi bien pour, on va dire, les trajets horizontaux que verticaux. Donc c'est vraiment l'accessibilité du logement et être dans le logement. Et l'idée, c'est de reprendre les fondamentaux, à savoir le droit universel au logement et à l'accessibilité. On a aussi, donc l'objectif de la charte, comme on disait, hein, c'est de permettre, c'est d'embarquer avec nous tous les acteurs stratégiques qui vont faire que l'accessibilité va être facile pour tout le monde, voilà, de tous les jours. Parce que c'est bien beau d'avoir la loi, mais c'est, comment dire, c'est beaucoup d'énergie pour faire appliquer ces droits, alors qu'avec une charte, lorsque les parties prenantes qui font, on va dire, le logement, qui font l'accès au logement, enfin toutes ces parties prenantes-là, si elles sont impliquées, ça veut dire que ce sera plus facile pour les usagers. Donc l'idée de cette charte, comme je disais, c'est assurer la continuité de l'autonomie, concevoir dès leur conception les logements pour qu'ils soient accessibles, veiller à attribuer les logements accessibles et adaptés aux besoins des personnes, et puis garantir aussi une assistance digne. Donc là, c'est le... Voilà. Et donc, comme je disais, c'est les principes fondamentaux, accessibilité universelle, etc. Accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, effectivement. Merci Agnès Honoré-Levesque. Fouad, vous vouliez revenir sur un point, c'est les logements en copropriété. Mais avant ça, je vais vous redonner la parole. Pour conclure, et parce que vous êtes aussi celui qui nous accueillait sur votre stand SAMV, donc je vais vous donner le mot de la fin. Juste cette charte des bonnes pratiques de l'inclusion à tous les étages, pouvez-vous aussi nous dire qui va être co-signataire de cette charte et qui pourrait l'être éventuellement, et évidemment répondre à cette question que vous-même vous posez sur ces logements en copropriété? Déjà, juste pour dire que c'est beaucoup plus difficile de faire réparer un ascenseur en copropriété parce que forcément, quand on est dans une copro, il faut tout faire valider par le syndic de copro et que parfois, la personne qui habite au 5e étage et qui est assez sportif, on n'a pas grand-chose à faire de la personne qui habite au 6e étage et qui est en perte d'autonomie. Donc, si c'est trop cher, et bien, du coup, en fait, ils disent on vote pas et puis on répare pas l'ascenseur correctement. Donc ça, c'est le sujet numéro 1. Donc, on est quand même très content, nous, de savoir que chez les bailleurs, il y a ce devoir d'assurer un logement paisible à son locataire et que c'est quasiment dans tous les cas toujours respecté. Sur la charte des bonnes pratiques de l'inclusion à tous les étages, c'est une initiative en fait de l'APF France Handicap et du collectif Plus Sans Ascenseur
que je salue bien évidemment. On a souhaité que ça se fasse ici parce qu'effectivement, on a la question, bon, je crois qu'on est l'un des seuls centres qui parle d'accessibilité. Et donc, je précise bien que nous ne proposons pas de l'accessibilité universelle parce que l'accessibilité universelle, c'est pouvoir se débrouiller seul. Nous, il y a besoin d'une assistance, mais par contre, je n'oppose pas l'un et l'autre. Cette charte, en fait, pour moi, elle est déterminante. Alors, pourquoi je parle à la place du président du collectif Puissance Ascenseur? Pourquoi on a souhaité déjà que parmi les signataires, Emmaüs Habitat soit dans les premiers signataires? C'est parce que ils ont cette vision de l'inclusion à tous les étages, au quotidien, et charge aujourd'hui aux bailleurs d'appliquer cette pratique. Alors, Agnès Honoré-Levesque, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose de très important. Pourquoi aussi cette charte existe? C'est pour pouvoir aussi respecter la dignité des personnes qui descendent. Donc, c'est vraiment interdire le portage au bras lorsqu'on les descend ou lorsqu'on les monte. Donc, c'est pour cadrer aussi et sécuriser leur déplacement. C'est vrai ce que vous dites, ça a été le premier témoignage qu'on a reçu dans l'émission que je présente chez Sud Radio, Faut que ça change. C'était une jeune femme qui était bloquée chez elle depuis plus de 2 mois et qui avait fait la mésaventure d'un portage au bras, ce que vous décrivez, Agnès Honoré-Levesque, et qui s'était très mal passé, qui l'avait terrorisée, terrifiée à l'idée de réutiliser un dispositif similaire. Et je crois d'ailleurs que c'est vous, Fouad, qui l'aviez prise en charge. Et du coup, à Montpellier, effectivement, et qui, du coup, disait que ça s'était très bien passé, justement parce que vous aviez mis toutes les conditions nécessaires à sa propre sécurité. Donc ça aussi, c'est un point important à cadrer, à encadrer, et aussi peut-être à légiférer, en tout cas, à faire à suivre. Merci de nous avoir suivis sur sudradio.fr, ici aussi au Congrès national des HLM 2025, à la porte de Versailles. Vous retrouvez l'intégralité de nos échanges de cette table ronde, des tables rondes et des interviews de la journée sur sudradio.fr, sur les réseaux sociaux également. Merci de nous avoir suivis. Faut que ça change de cette semaine sera aussi en direct, enfin en tout cas en duplex depuis eh bien, ce congrès HLM. Je vous dis eh bien, à très vite sur Sud Radio. Merci à Pascal Ried, présidente, excusez-moi, oh là là, de APF France Handicap. Toujours un plaisir de vous avoir. Agnès Honoré-Levesque du collectif Plus sans ascenseur. Serge Contat, vraiment très content de vous avoir retrouvé ici, directeur général d'Emmaüs Habitat. Et puis, Fouad Benhamed, vous êtes président des solutions d'assistance à mobilité verticale et vous faites de la mobilité verticale et du trajet vertical sans couture, eh bien, la mission de vous, de votre équipe, de vos équipes et de votre entreprise. Merci en tout cas. Et place à cette signature eh bien, de cette charte des bonnes pratiques, de l'inclusion à tous les étages.